Bienvenue dans Cultiver la biodiversité, le podcast qui vous dit pourquoi la biodiversité c'est un trésor à cultiver. Je suis Estelle Serpollet. Je suis Emma Flippon. Nous sommes ingénieurs agronomes spécialistes de la biodiversité cultivée et passionnés par la sélection participative. Ici, on vous parle de graines, de celles et ceux qui les cultivent et les étudient, de semences paysannes mais pas que, d'autonomie des agriculteurs, de collectifs, parce que les semences sont à la base de notre alimentation. Bref, on vous donne des clés pour comprendre l'importance de la diversité génétique dans les systèmes agricoles et des outils pour agir. Cultiver la biodiversité, épisode 20, partie 1, les millets des espèces à redécouvrir. Alors comme on vous le dit souvent, la biodiversité cultivée, elle a 3 piliers. Donc la diversité des espèces, la diversité des variétés et puis la diversité génétique au sein des variétés. La définition de la biodiversité cultivée, c'est bien ces 3 piliers, mais aussi leurs interactions. Et donc là, dans cet épisode, on va se concentrer sur les millets, qui est une famille d'espèces. Donc là, pour la biodiversité cultivée, c'est intéressant parce que on retrouve les 3 piliers de la biodiversité cultivée en étudiant les millets, parce qu'il y a plusieurs espèces, il y a plusieurs variétés au sein de ces espèces, et puis vous allez voir, le projet qu'on a autour des millets, c'est aussi de générer de la diversité génétique au sein des variétés de millets. Parce que effectivement, du coup, les millets, quand on entend parler des millets, on pense tout de suite aux millets des oiseaux. Mais en fait, le millet des oiseaux, c'est une espèce parmi d'autres espèces qui composent la famille des millets. Aujourd'hui, en France, les millets sont très peu cultivés et très peu consommés. Mais on va le voir, ils sont très intéressants pour beaucoup de raisons. Et du coup, comme on va le voir, le millet, il est déjà un petit peu cultivé à certains endroits, mais l'idée, ce serait de réaugmenter sa culture en France. Donc dans cet épisode, on va échanger avec Thomas Néo d'INRAE, qui est dans l'équipe biodiversité cultivée et recherche participative, avec qui on travaille énormément avec Estelle. Et donc cet épisode est la première partie d'un épisode en 2 parties. Donc la partie avec Thomas, ce sera plutôt sur la partie agronomique et ce qu'on fait pour remettre le millet dans les champs. Et puis un autre plutôt tourné du coup vers l'assiette avec 2 artisans cuisiniers. Et là, on se questionnera sur comment on remet le millet au goût du jour dans les assiettes. Et avant de retrouver Thomas, on vous rappelle que si vous voulez soutenir ce podcast, on vous a mis en description de l'épisode le lien vers Libérapay, qui est la plateforme sur laquelle vous pouvez, si vous le voulez et si vous avez les moyens, nous faire un don ponctuel ou régulier. Bonjour Thomas. Bonjour Emma. Donc aujourd'hui, on va, dans ce nouvel épisode de Cultiver la biodiversité, on va parler de millets. Donc c'est une famille de différentes espèces. Et l'idée là, c'est de vraiment comprendre un peu qu'est-ce que dans l'équipe de l'INRA, biodiversité cultivée et recherche participative, qu'est-ce qu'on fait sur cette espèce-là, pourquoi on a choisi de travailler dessus, et puis de voir aussi quelle méthodologie on applique sur le millet pour en gros redynamiser cette culture-là quoi. On est avec Thomas qui va nous parler de toutes ces expérimentations aujourd'hui. Thomas, est-ce que tu peux te présenter ? Donc Thomas Néo, donc je suis apprenti ingénieur dans l'équipe BCRP à INRAE. Donc je suis apprenti, c'est-à-dire que je suis à la fois à l'école et à l'entreprise, donc à l'INRAE. Ok, super, merci. Alors là, on va te poser une des questions signatures du podcast qui est, pour toi, c'est quoi la biodiversité cultivée ? Donc pour moi, la biodiversité cultivée, c'est l'ensemble des espèces qu'on va cultiver dans les champs. Donc on peut prendre différentes dimensions, donc c'est-à-dire à la fois les différentes espèces, les différentes variétés et les différents gènes qui sont au sein même de ces variétés. Et donc la biodiversité, c'est à quel point on a de la diversité au sein de ces 3 dimensions-là. Et du coup, j'imagine que vous mettez ça en place par rapport au millet. Alors du coup, on va peut-être se concentrer maintenant sur le millet. Toi, t'as vraiment travaillé pendant ton alternance en majorité sur ce groupe d'espèces-là. Et justement, est-ce que tu peux nous raconter un peu pourquoi, en fait, les millets, c'est pas une espèce unique, mais plutôt un groupe d'espèces
Et puis peut-être nous donner des exemples aussi justement parce que souvent les gens quand on parle de millet, ils pensent millet des oiseaux, Oui. mais il y a pas que ça en fait. Non. Ouais, le terme millet, en fait, il désigne à peu près une vingtaine d'espèces. On retrouve aussi le terme mil, MIL. Et en fait, dans ces 20 espèces, elles sont cultivées un peu partout sur le globe, mais notamment en Asie et en Afrique. Ce sont des cultures qui sont vraiment essentielles à l'alimentation des populations de ces coins du monde. Et nous, en France, à l'INRAE, on travaille sur deux espèces, donc Panicum iliaceum, donc c'est le millet commun, et sur le millet japonais aussi. Donc son nom, c'est l'Echinocloa frumentacea. Donc pourquoi ces deux espèces? D'abord parce que le millet commun, il y a une tradition en France, il a été longtemps cultivé au 19e siècle, mais finalement c'est une culture qui a été un petit peu oubliée face aux enjeux de l'industrialisation de l'agriculture. On a préféré cultiver plus du blé, qui était plus intéressant à cette époque-ci. Et depuis quelques années, depuis les débuts des années 2000, on va dire, on retrouve un petit peu de regain pour toute cette biodiversité cultivée, donc notamment avec le regain d'espèces mineures comme le millet ou le sarrasin également. Et donc nous, on a choisi de travailler sur ces deux espèces pour essayer de d'abord apporter des semences aux agriculteurs car ils savaient pas trop ce qu'ils cultivaient. Donc les variétés étaient pas connues et c'était vraiment essayer avec notre approche, donc sur une approche assez culinaire, de développer des variétés qui sont bonnes à manger avant tout pour essayer d'un petit peu casser le frein que les consommateurs peuvent avoir sur la consommation du millet, où il est très connoté avec plutôt une céréale du pauvre et quelque chose qui va pas être très bon à manger et assez difficile à cuisiner. Et souvent, on avait remarqué qu'un frein pour essayer d'améliorer la consommation de millet, donc en France, c'était le goût. En fait, les gens ne savaient pas comment le cuisiner. Ok, ouais, donc merci, tu nous as déjà dit beaucoup de choses. Et juste du coup, est-ce que tu connais le nom de l'espèce du millet des oiseaux? Enfin, le millet des oiseaux, c'est une espèce qui est différente du millet commun, c'est ça? Donc en effet, le millet des oiseaux, c'est une autre espèce. Donc c'est une autre espèce et c'est pas le même genre. Il dépend du genre Setaria. Donc son nom c'est Setaria italica. Donc mais c'est celui-là qui est, quand on dit au grand public, qu'est-ce que vous pensez quand on vous dit le terme millet? C'est souvent le millet des oiseaux qui revient. Il est assez peu cultivé en France. Oui, et effectivement, quand on voit des photos, ils ont pas tout à fait la même tête. En fait, le millet des oiseaux, ça fait un peu, c'est plus retombant en fait. Oui. Il va se rapprocher un peu plus d'une panicule qui ressemble à du sorgho, mais retombant. L'équipe a choisi de travailler sur ces deux espèces-là parce que c'était des espèces qui étaient cultivées en France. Ça a été abandonné au profit du blé. Mais est-ce que tu peux repréciser un tout petit peu pourquoi on veut, au jour d'aujourd'hui, redynamiser cette espèce-là? Donc le millet, il a plusieurs avantages, à la fois agronomiques et nutritionnels. Donc sur le plan agronomique, c'est une espèce qui est intéressante, donc elle va pousser l'été. Donc c'est semé à partir de mai, on va dire, et récolté entre septembre et octobre. Et ça permet une production de denrées alimentaires pendant l'été, et elle est très résistante, enfin c'est une céréale qui est résistante à la sécheresse, plus que le maïs. Et donc dans le contexte de changement climatique, ça va être intéressant pour nous de regarder un petit peu ce qui peut se faire en termes d'autres céréales, pour essayer dans les années à venir, quand il fera plus chaud, et qu'il y aura moins d'eau en disponibilité, d'avoir des alternatives et pas se contenter d'une ou deux espèces estivales. Nous on travaille en Bretagne, il y a quelques agriculteurs qui le cultivent, mais on voit déjà que au niveau Sud-Loire, il y a de plus en plus d'agriculteurs qui sont intéressés et qui en cultivent du millet, notamment parce que c'est comme le sorgho, ça monte un petit peu du sud vers le nord de la France, où les agriculteurs sont vraiment confrontés à des vrais problèmes techniques au niveau du climat l'été, et donc c'est vraiment des cultures qui, je pense, vont trouver tout leur intérêt dans les années à venir. Et donc tu disais, l'intérêt là, c'est de trouver des millets qui soient intéressants agronomiquement, mais aussi culinairement. Et du coup, concrètement, comment on fait pour trouver ces millets-là? Et est-ce que vous êtes allé chez des agriculteurs pour en retrouver, vu que c'était cultivé jusqu'au 19e, ou est-ce que vous avez eu d'autres méthodos, et du coup vous en cultivez? Oui, donc on a d'abord commencé par une recherche sur le terrain, donc il y a eu différents stages qui ont été effectués pour recenser un petit peu les agriculteurs qui cultivaient du millet, leurs besoins, comment ils commercialisaient, etc. Donc on est reparti de différentes ressources génétiques qu'on appelle accession. Donc on a trouvé deux différents millets chez les agriculteurs, cependant ils ne savaient pas de quelle variété il s'agissait, mais c'est sûrement des variétés qui provenaient des États-Unis, car c'est une céréale qui est pas mal cultivée aux États-Unis, pour le millet commun en tout cas. Et donc nous on est reparti de ressources génétiques qui sont conservées dans des banques de semences, et donc on en a récupéré 50, qu'on essaye de caractériser au champ
donc dans des petites placettes, pour essayer d'obtenir leurs caractéristiques, donc agronomiques. Et ensuite, une fois la récolte effectuée, on va essayer de les caractériser un peu plus sur leur profil culinaire. C'est-à-dire qu'on va travailler avec 2 chefs cuisiniers, Robin Petitpierre et Xavier Hamon. Donc ils nous ont aidés pour essayer sur différentes recettes, voir comment on pouvait le cuisiner. C'était un vrai problème. Donc à la fois en recettes sucrées et salées, pour voir quel était l'intérêt. Et ça, les cuisiniers vous en parleront mieux que moi, mais on a vu que c'était une céréale vraiment très intéressante, à la fois en goût, mais aussi sur le point de vue nutritionnel. Donc d'abord parce que c'est une céréale qui est sans gluten, et donc c'est intéressant pour les personnes qui sont intolérantes dans le régime alimentaire. Et elle est aussi riche en fibres et autres éléments minéraux. Donc ce qui en fait une céréale de choix pour l'alimentation, malgré ses connotations un petit peu du céréale du pauvre dont elle a pu souffrir ces dernières années. Donc en gros, ouais, vous multipliez, vous caractérisez, et ensuite qu'est-ce qui se passe une fois que vous avez caractérisé, que vous avez fait ces tests culinaires? Donc là, nous, notre enjeu, c'est de travailler sur la biodiversité cultivée. Donc on va essayer de regrouper ces différentes accessions sous forme de PEPS pour essayer d'augmenter la diversité génétique au sein des semences, ce qui nous permet d'essayer de jouer sur des phénomènes de compensation et de complémentation entre les différentes plantes pour gagner en résilience au sein des systèmes agricoles et essayer de se passer le plus possible des intrants divers. Et du coup, ça a été quoi les potentielles difficultés que vous avez rencontrées? Enfin, est-ce que c'est une espèce, par exemple, qui se multiplie bien? Ça fait combien d'années que vous le faites et quelle quantité vous avez aujourd'hui? Est-ce que tu as une idée aussi de quand est-ce que ça pourra arriver, ces fameuses PEPS, dans les champs des agriculteurs? Donc à l'INRA, on travaille aussi sur d'autres semences, donc des céréales, des choses comme ça, et on a un peu d'expérience sur la multiplication de ressources génétiques. On démarre toujours de petites quantités, on reçoit quelques centaines de graines. Et donc pour le millet, ça a plutôt été la bonne surprise, on n'a pas eu énormément de difficultés à le multiplier. C'est une plante qui pousse vraiment assez facilement, qui est pas très exigeante. Donc on a pu, sur les 50 accessions qu'on a obtenues d'une banque de semences, on a pu quasiment toutes les conserver et les caractériser. On en a enlevé une dizaine qui répondaient pas à nos critères, qui étaient agronomiquement pas intéressantes ou culinairement pas intéressantes. Et donc actuellement on continue les expérimentations donc à la fois au champ et dans les cuisines. Et je pense que d'ici quelques années, 2-3 ans, on pourra avoir des PEPS qu'on pourra diffuser auprès des agriculteurs, parce que c'est vrai que c'est une espèce qui se multiplie assez vite, et donc comparé à d'autres céréales comme le blé, on peut arriver en quelques années à vraiment avoir de la quantité et pouvoir vraiment aller plus vite dans le processus d'expérimentation. Ok. Et du coup, c'est quoi, par exemple? Est-ce que tu peux nous donner 1 ou 2 exemples de critères agronomiques que vous regardez et qui sont vraiment intéressants pour les agriculteurs? Oui, donc cette année, on va regarder un petit peu la capacité du millet à concurrencer les adventices, donc les mauvaises herbes, pour essayer d'avoir un champ le plus productif possible, sans avoir recours à des interventions, par exemple, de désherbage mécanique, etc. Et avoir le moins d'interventions à faire sur la parcelle pour lutter contre les adventices. Oui, en plus on précise qu'on est toujours en bio, et du coup Ouais. effectivement tu parlais de désherbage mécanique, c'est un des moyens, mais dans l'idéal, si la plante elle est capable de concurrencer les autres plantes, c'est aussi intéressant, quoi. Il y a un autre caractère d'intérêt qu'on va regarder agronomiquement, c'est par exemple la précocité. On peut pas se permettre de mélanger des accessions qui ont des précocités différentes. Donc même si la population est diversifiée, sur certains critères agronomiques, on est obligé d'avoir un regroupement, une homogénéité, sinon ça permettrait pas les opérations de récolte. Donc c'est des choses qu'on regarde, la taille également, et le port de la plante, etc. Donc précocité, c'est, si tu veux bien expliquer, c'est... Précocité, c'est la durée du cycle de la plante, c'est-à-dire on a une assez grande large de précocité pour les millets, c'est-à-dire qu'on va avoir des millets du semis jusqu'à la récolte, ça va durer à peu près 90 jours, et on a d'autres qui vont durer, on va dire, 120 jours. Et donc c'est des cycles qui sont pas toujours corrélés entre les différentes accessions, et donc c'est à nous de faire le travail, donc d'identifier, de caractériser, pour pouvoir regrouper de la meilleure manière possible. Merci. Et du coup, oui, j'imagine, enfin, c'est un travail qui est sur le long terme, parce que tu disais, vous avez interrogé des agriculteurs, vous avez fait pas mal de travail d'investigation, en fait, pour savoir qu'est-ce qui était cultivé, où, quand, quelle variété. Quels étaient les besoins également, oui. Qu'est-ce qui en est ressorti d'ailleurs de ça? C'était ce besoin de rassembler les périodes de précocité. Ah, il y avait aussi, vous m'aviez parlé de la notion d'amertume.
Le millet, oui, c'est vraiment une plante qui pousse assez facilement dans les rotations en bio. Elle est assez privilégiée. Enfin, c'est intéressant, un peu comme le sarrasin pour lutter contre les adventices. Ça casse les cycles, les adventices. Et donc assez peu de problèmes agronomiques. Mais le gros frein, comme tu l'as soulevé, Emma, c'était l'amertume, parce que en plus de cette mauvaise réputation, souvent le millet, on disait oui, c'est amer, c'est pas très bon, ça devient immangeable. Et en fait, cette amertume, on a cherché un peu, et ça proviendrait en fait de l'oxydation des lipides présents dans la graine. Et donc c'est plus un problème de conservation du grain, plus qu'un problème lié à l'espèce. Par exemple, on a l'endive qui est naturellement amère, et dans le cas du millet, c'est pas le cas. C'est vraiment un processus de dégradation des graines, et donc de mauvaise conservation. Donc pour éviter ça, le mieux c'est de le garder au maximum en grain entier, ou de le conserver au frais, et on va dire maximum 1 ou 2 ans de conservation pour éviter d'avoir ce phénomène de rancissement dans la graine. Et alors avec quelles autres structures vous avez travaillé ? Enfin, du coup, c'était quel type de projet de recherche là que vous avez mis en place Donc sur le millet, on a eu 2 projets consécutifs, dont un qui est toujours en cours. Donc pour ces 2 projets, c'est la fondation Olga qui nous a financé sur 1 an. Et c'était 2 projets d'1 an. Donc le premier projet, c'était millet et sorgho à l'ouest, qui a terminé en fin 2022. Et le projet qui a pris la suite, c'est le projet Rémil. Ouais, super. Et du coup, ça montre aussi que, comme t'as dit, malgré la potentielle mauvaise réputation de l'espèce, il y a des personnes qui trouvent que c'est vraiment intéressant de se replonger dans le travail de cette espèce-là pour on va dire, la redémocratiser. Et du coup, la deuxième question signature un peu du podcast, c'est de demander une recette. Est-ce que t'en as une, du coup ? Ah oui, j'en pense à une là, c'est le pilaé, c'est une recette typique qui vient de Vendée. Oui, ils ont conservé une espèce de tradition culinaire avec cette recette, donc le pilaé, donc qui est fait avec du lait et des semoule de millet, donc c'est vraiment comme un riz au lait, mais avec du millet. Actuellement, il reste 2 régions de production majoritaires qui sont conservées. Il y en a toujours un petit peu partout sur la France, mais les 2 gros bassins de production, donc c'est la Vendée, donc à garder cette tradition culinaire, mais aussi l'Indre-et-Loire, où il y a beaucoup un débouché sur le millet pour l'oisellerie, donc pour la nourriture des oiseaux. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. On espère que ça vous a plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Si vous souhaitez nous contacter pour nous dire ce que vous avez pensé de cet épisode, ou si vous avez des questions, vous pouvez nous le dire par mail. On vous met l'adresse mail en description de cet épisode, ou sur les réseaux sociaux. On est sur Facebook, Instagram et LinkedIn. À bientôt pour un nouvel épisode. Et n'oubliez pas, pour sauver la biodiversité, mangez-la!